Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le 22 août a eu lieu aux États-Unis une convention en ligne, vu qu'on est en période de Covid-19 et qu'on peut pas faire de vraies conventions, on peut pas réunir beaucoup de monde dans un espace fermé. Warner et DC ont décidé de faire une convention en ligne pour présenter leur prochain film, leur prochain projet, prochain jeu vidéo également. Il y a eu une annonce pour un jeu vidéo Suicide Squad. J'avais essayé hier de faire une réaction aux nouveaux trailers qui sont sortis. Il se trouve que le trailer de Wonder Woman 84, il ne montre pas grand chose de neuf. Donc, ma vidéo sur Wonder Woman 84, elle était pas si intéressante que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux plans. Je vais revenir dessus quand même assez rapidement dans cette vidéo, mais le principal attrait de cette vidéo, ça va être le nouveau teaser qui a été sorti pour The Batman, le Batman réalisé par Matt Reeves, qui sera le début d'une trilogie qui n'est pas liée au DCEU tel qu'il existe jusque-là, mais qui est un univers parallèle, et donc une nouvelle histoire totalement originale de Batman, avec un nouveau Batman, Robert Pattinson, donc tout un tas de choses à analyser pour un nouveau trailer. Vite fait, quand même, pour ce qui est de Wonder Woman 84. Il n'y a pas grand-chose de très neuf concernant Diana elle-même, il y a quelque chose de neuf concernant les ennemis. On voit donc l'ennemi principal, une des ennemis principales qui s'appelle Cheetah, et qui est donc une cheetah. Je vous avoue que je suis un petit peu désarçonné par le truc. C'était pas le genre de choses que je m'attendais à voir dans du DCEU, parce que jusque-là c'était quand même un peu plus... comment dire, mature, entre guillemets. Ça se prenait plus au sérieux, quoi, on va dire en général, et là on a une femme cheetah, quoi, alors certains vont faire des comparaisons avec Cats, sans doute, parce que c'est combinaison intégrale. Moi ça me dérange pas, a priori, mais c'est vrai que c'est pas ce que... c'est un peu plus délirant que ce que je m'attendais à voir, en fait. Mais bon, pourquoi pas, quoi. Cela dit, ça a l'air d'être plutôt bien mené au niveau des combats, parce qu'il y a la scène d'opposition entre Wonder Woman et Cheetah, ce plan qui les met vraiment l'une face à l'autre, exactement au même niveau, avec le plan, enfin le truc bien découpé au milieu et tout, avec le flic qui fait presque l'axe au milieu. L'autre chose intéressante, c'est que ça se passe à la Maison Blanche. Du coup, cette scène-là, on avait déjà vu dans le premier teaser qu'il y avait des scènes à la Maison Blanche, et j'avais dit dans le premier teaser, c'est marrant, ce méchant, il a beaucoup de trucs qui me font penser à Trump. Homme d'affaires ultra important, qui a l'air de vachement réussir à ce moment-là, avec ses cheveux blonds décolorés un peu bizarres, son petit costume machin. Je me t'ai dit, il a beaucoup d'air de Trump quand même. Et bizarrement, dans ce trailer, partout où on le voit, il est à la Maison Blanche. Il est en train de faire des discours et tout. Et je me dis, le truc que j'avais dit par rapport à Trump, ça se trouve, il est vraiment plus concret que ça dans le film, quoi. C'est genre, on a fait un pseudo-Trump en 1980. Il va falloir changer le temps, sans doute, pour rétablir une timeline correcte. Mais en gros, en 1980, on a eu Trump 20 ans plus tôt, et du coup, 30 ans plus tôt, et du coup, c'est la merde. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est particulier, mais j'avais dit qu'il y avait un truc par rapport à Trump, et manifestement, ce trailer est en train de dire que ça existe. Pas grand chose de neuf à dire en termes d'image, cela dit, on voit que Cheetah bénéficie du même traitement que Wonder Woman. Je vous avais parlé dans le premier trailer de la caméra qui a du mal à suivre Wonder Woman, pour montrer à quel point ses pouvoirs sont puissants. On a plus ou moins la même chose avec Cheetah, parce que on a les plans où elle saute et elle passe devant la caméra, où on fait exprès de la faire venir de très loin, passer très près devant la caméra, pour qu'il y ait un gros écart de distance entre la première distance qu'elle avait, et ensuite celle devant la caméra, et la suite du mouvement, pour qu'on voit le mouvement être bien rendu en profondeur et en volume dans le plan, et du coup on ait la sensation elle est en train de faire un arc de cercle monstrueux, elle doit aller à 200 à l'heure, et d'autres plans qui, eux, réussissent à rester fixes, probablement truqués, qui réussissent à rester fixes, et du coup, tout le décor bouge autour d'elle. Et donc ça aussi, ça crée un rapport de contraste qui montre sa vitesse et sa puissance, ce qui est plutôt intéressant. Dernier petit truc pour finir sur Wonder Woman 84, ils ont une manie, depuis le premier trailer, de finir le trailer avec une petite blague, une blagounette, qui tourne autour de Steve Trevor. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah, yeah. Et ils en rajoutent une à la fin du trailer de Wonder Woman 84, là. You know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah. Does everybody parachute now? Et à nouveau, je trouve que ça marche pas. Je trouve que c'est trop fait exprès, trop exagéré. Le mec qui arrive et qui fout sa banane bien en place, etc. Limite avec les mains sur les hanches, enfin, pour prendre la pose. Je trouve qu'à chaque fois, ces petits stingers de fin de bande-annonce, là, ils marchent pas du tout. Mais il y a quelque chose qui est intéressant avec ce truc de fin de bande-annonce, c'est qu'on voit qu'il y a du coup une scène parallèle par rapport au premier film. Dans le premier film, il y a Diana qui arrivait dans une époque qui était pas la sienne et qui devait essayer des vêtements, et là, c'est Steve Trevor qui arrive dans une époque qui n'est pas la sienne et qui doit essayer des vêtements. Il y a un truc assez rigolo qui fait un jeu de miroir entre le premier et le deuxième film qui est assez sympa. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce qui est des nouvelles images qui sont dans le trailer de Wonder Woman 84. Un autre trailer qui est sorti, alors pour le coup, c'est pas très lié à DC Fandom, mais il y a eu un nouveau trailer de Danette. Là aussi, rien de très neuf. J'ai cru plus ou moins comprendre que du coup l'idée c'est que le mec doit essayer de récupérer la nana en robe rouge là, la blonde qu'on voit à bout d'un moment, qui semble sortir avec le russe parce que sans doute elle a des infos à faire fuiter sur les trucs du russe, qui doit essayer de faire péter un espèce d'énorme conflit ou je sais pas trop quoi. Enfin j'essaie de mélanger les informations que je reçois, j'ai l'impression que c'est ça plus ou moins l'histoire.
je suis pas sûr que ça me hype beaucoup plus. Et les images qu'ils ont rajoutées à la fin du trailer avec cette espèce de grand champ de bataille, de champ de ruines et tout, est-ce que c'est là qu'on va devoir éviter le conflit? Je sais pas trop. C'est plus impressionnant parce que comme c'est du Nolan et qu'il aime bien tous les décors qui sont vastes, etc., qui fait souvent des grands angles, qui tournent en scope, ça rend bien l'espace et du coup le rendu de l'espace c'est plutôt sympa, mais je trouve pas que la scène ait l'air très intéressante. Je sais pas si c'est genre un futur qu'il faut éviter et c'est pour ça qu'on revient dans le passé et qu'on a tout un truc par rapport au passé, ou si c'est l'endroit où le russe veut essayer de faire péter un conflit, etc. J'ai l'impression de plus ou moins comprendre que l'idée c'est que cette espèce de mania russe essaye de créer une guerre, et je sais pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de retourner dans le temps à cause de ça, etc. Et Robert Pattinson m'énerve toujours autant. Dans ce rôle-là, en tout cas, c'est le truc, c'est « Oh, l'avion, c'est un petit peu dramatique, avec son petit accent. » That part is a little dramatic. Je trouve ça précieux au niveau où t'as envie de leur mettre une claque, quoi. Enfin, il y a un truc qui est assez énervant, je trouve. Et puis concernant Suicide Squad, du coup, je peux pas dire grand-chose parce que c'est juste un behind the scenes. Il y a très peu d'images du film lui-même. Je peux pas encore me faire une idée du style, des choses qui sont intéressantes. Donc pour le coup, je vais pas en dire grand-chose. Un autre trailer est sorti. Vous devez attendre que j'en parle depuis le début, je l'ai pas évoqué dans l'intro. C'est celui de la Snyder Cut. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai rien à dire sur ce trailer. J'ai même pas envie de spécialement vous faire une analyse d'image parce qu'en plus j'ai un truc qui me dérange avec ce trailer de Justice League, c'est que, et avec tous les trailers de Justice League depuis le début, c'est qu'ils sont tous en 1.33, format carré entre guillemets. Et est-ce que Snyder a eu l'idée à la con de sortir son Snyder Cut en 1.33 parce que les gens qui sont fans du Snyder Cut, enfin qui réclament le Snyder Cut, etc., à mon avis, c'est pas le genre de personnes qui sont assez à cheval sur l'esthétique pour comprendre un choix de ratio pareil, et présenter un énorme blockbuster en 1.33 comme ça, c'est quand même un peu spécial. Déjà qu'il y a le découpage en épisodes qui est un peu particulier, du coup, j'arrive pas à savoir si c'est... Parce qu'en fait, le 1.33 comme ça, c'est le full frame, c'est tout l'espace qui est pris sur la pellicule, capté par l'ordinateur et utilisé pour faire tous les effets spéciaux, etc., et pour recadrer. Et du coup, je sais pas quel est le cadre final. Je sais pas comment est-ce que la série va être diffusée. Est-ce qu'elle va être diffusée, enfin la série, le film, va être diffusé en 1.33? Est-ce que ça va être diffusé en 85? Est-ce que ça va être diffusé en scope? Les premiers trailers qui avaient été sortis de Justice League par Snyder, c'était du 16/9 complet, quoi. C'était même pas du 1.85. Donc, j'arrive pas à savoir quel est le ratio final du truc. Donc, pour ce qui est de Justice League, j'ai pas envie de m'exprimer dessus pour l'instant. J'ai pas grand chose à dire dessus. D'autant que, en ce qui me concerne, Justice League, c'est juste du bonus. Je n'attends pas du tout Justice League parce que Justice League ne changera rien au schmilblick. Tout ce que Justice League va faire, c'est nous dire enfin si Justice League à la base aurait dû être un bon film, si le plan de Zack Snyder depuis le début aurait pu être intéressant, ou si tout mauvais que soit le Justice League de Joss Whedon, ou tout moins intéressant qu'on voudrait qu'il soit, parce que moi il arrive pas mal, c'est malgré tout un meilleur résultat que ce que Snyder aurait pu proposer, et finalement ils avaient eu raison de le changer, quoi. C'est plus ça la question qui est intéressante avec le Snyder Cut. J'ai pas envie d'analyser les images, j'ai pas envie de regarder les trailers, ça me hype pas du tout. C'est pas un truc neuf en plus, ça existe déjà. Vous avez apparemment jamais entendu parler du Superman Richard Donner's Cut, qui est le Superman 2, qui à la base avait été réalisé par Richard Donner, qui avait été viré au cours du tournage pour qu'on mette Richard Lester à la place. Richard Lester avait retourné la moitié du film, le film était pourri, et en 2006, 20, 30 ans, 40 ans après la sortie du film, on a fait revenir Richard Donner pour qu'il remonte son Superman 2 tel qu'il l'avait prévu à la base. Grâce aux scènes qu'il avait déjà tournées et grâce à d'autres petits trucs. Donc, c'est pas une nouveauté absolue non plus d'avoir un réalisateur qui revient pour changer son film, faire une director's cut. C'est même pas une nouveauté par rapport à une adaptation de comics, parce que c'est justement ce qu'on avait déjà eu par rapport à ça, c'était un Superman qui avait été charcuté au montage. Donc, je vous avoue que moi, la Snyder Cut, ça me hype pas, ça crée pas une envie, une curiosité particulièrement énorme chez moi, mais bien entendu, je vais le regarder, et bien entendu, je vous dirai ce que j'en pense, mais pour moi, il y a que ça qui est intéressant avec la Snyder Cut, c'est de le comparer au Justice League original. Le trailer, l'analyse d'image, je vous dis, je peux pas vraiment analyser l'image parce que je sais pas quel est le ratio final. Je pourrais l'analyser pour le 1.33 lui-même, mais je sais pas quel va être le ratio final, donc je sais pas quelles sont censées être les bonnes proportions du truc, je sais pas si c'est censé être filmé comme ça. Donc pour l'instant, je préfère pas me prononcer sur la Snyder Cut, on parlera vite fait de certaines images quand le film sera sorti. Mais, maintenant, on peut se faire la bande-annonce de The Batman, le nouveau Batman de Matt Reeves. Celle-ci, je ne l'ai pas encore vue, alors que toutes les autres, je les ai vues, c'est pour ça que je fais pas des réactions. Celle-ci, je ne l'ai pas encore vue, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup de choses à découvrir avec vous. On fera peut-être une petite analyse d'image parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques parties pris graphiques qui sont intéressants avec le Batman, notamment ce travail du rouge. On va voir si ceci travaille dans le film final. Allons-y pour la bande-annonce de The Batman.
Rigolo, le petit logo qui monte avec le déchirement du tissu. Enfin, non, le déroulement du scotch, pardon. Ça, c'est Gordon. Any of this mean anything to you? Ah, donc c'est Riddler, le méchant. You're C'est joli, becoming ce plan où il a quite son petit masque. If you are justice, please do not lie. Tiens, Bane, ça. I'm vengeance. C'est rigolo, les clowns là, on dirait les méchants de la version Schumacher. You'll see. D'accord, donc en fait ils ont fait un Batman émo, c'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'ils ont été chercher le vampire. Non, c'est pas mal. Ça a une bonne gueule, ça a l'air vachement intéressant, ça a l'air de beaucoup se prendre au sérieux, mais ça a l'air vachement intéressant. Je dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose de se prendre au sérieux. Il y a un style qui a l'air cool. J'ai l'impression qu'ils essayent de mélanger pas mal de Batman en même temps parce que ouais, les méchants ils ressemblent vachement aux clowns qu'on affronte dans la version Schumacher. Ça fait aussi un peu penser du coup à celui de Nolan, un enjeu spécifique à Batman qui est très profond par rapport à son personnage. Clairement, il y a tout un truc par rapport à son impact à lui. Ça a l'air plutôt intéressant, ça a l'air plutôt bien fait, plutôt orienté sur l'enquête criminelle, etc. Ça a l'air plutôt sympa. Alors du coup, passons à une petite analyse d'images, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont l'air plutôt belles effectivement. Alors là, on a un plan qui est plutôt audacieux parce qu'il est vraiment très près du sol. Je sais, honnêtement, pour être aussi près du sol, je me demande s'ils ont pas une fosse et genre la caméra est vraiment au bord d'un faux parquet qui commencerait juste ici, quoi, et qu'elle filmerait à partir de là, parce que enfin, si vous regardez le flou, ne serait-ce que le flou, c'est très proche du sol. Et ça fait du coup un plan qui est particulier. Vous voyez que les 2/3 du bas sont quasi entièrement vides, donc l'image est vachement concentrée au-dessus. Il y a quelque chose qui, du coup, est vachement oppressant, bien qu'on ait de l'espace et du vide en bas du cadre, mais on se rend compte que, du coup, le cadre est un peu restreint sur le dessus. Et on a, du coup, une gamme de couleurs qui va du orange au marron sombre, un petit peu de bleu à l'extérieur à la fenêtre, un contraste assez augmenté. Vous voyez que les noirs sont assez bouchés assez facilement. C'est prévisible. Venant d'un film Batman, s'il n'y a pas des noirs bouchés quelque part, il y a un truc qui va pas, ça veut pas dire qu'il peut plus se cacher dans l'ombre s'il n'y a pas de noirs bouchés. Donc, on s'attendait à un étalonnage dans ce genre-là, mais c'est vrai que ça rend plutôt bien comme ça. Et donc, une légère contre-plongée pour le rendre dominant sur une personne qui est à terre. C'est aussi pour ça que la caméra est aussi proche du sol, c'est pour qu'il puisse quand même être en contre-plongée, que la caméra regarde vers le haut. Et du coup, il a un aspect menaçant par rapport au reste. Avec du coup un raccord dans l'axe. Alors ça s'appelle un raccord dans l'axe. On a la même plongée. La caméra est probablement au même endroit, avec simplement une optique, une focale différente au bout, qui est plus longue et qui donc fait un zoom, entre guillemets. Un zoom, c'est un mouvement, donc c'est pour ça que je dis entre guillemets un zoom, ça se rapproche. Et ça fait un plan plus proche, et du coup on garde cette notion de contre-plongée où il est vachement dominant. Et le raccord dans l'axe, du coup, a une notion de violence, quelque part, ou en tout cas une affirmation de ce qu'on a dans cet axe-là. Le raccord dans l'axe, c'est compliqué à gérer. Des fois, ça peut rendre un peu ridicule. Mais là, un truc comme ça, un cut raccordé avec le moment où il coupe le scotch pour se rapprocher un peu plus de lui. Il y a un côté mettre la pression, quoi, augmenter la pression d'un seul coup grâce au montage, qui rend plutôt bien. On a une lumière en douche là qui vient de je ne sais pas où, du dessus, alors que c'était extrêmement noir dans le truc d'avant. Donc là, vous voyez, au cinéma, à chaque fois qu'on change de valeur, on change un tout petit peu la lumière pour que l'image soit mieux définie et qu'elle soit plus lisible facilement. Ah, la douche, elle est pas du tout sur lui dans le truc d'avant, ou en tout cas pas du tout aussi prononcée. Vous voyez aussi le dossier du fauteuil qui est à côté. Et dans l'autre image, la douche qui est au-dessus, l'image, la lumière en douche, ça veut dire la lumière qui arrive du dessus. Elle est beaucoup plus forte. Ici, je suis pas sûr. C'est No Mere Lies, c'est ça? Je sais pas du coup qui est cette personne. C'est peut-être je sais pas, c'est peut-être quelqu'un d'important à Gotham, un juge ou un truc dans ce genre-là. Là, on peut voir notamment qu'il est éclairé que d'un côté avec une lampe torche. Ça découpe la lumière de façon plus intéressante que s'il était juste derrière ou s'il était en face. Ça aurait fait une lumière très plate qui aurait tout éclairé tout le visage. Là, du coup, tu dessines bien tous les contours du scotch, qui réfléchit en plus la lumière. Là aussi, du coup, on sent un plan qui travaille beaucoup la pénombre. Malgré tout, la plupart des visages sont bien éclairés, donc ça doit être quand même une lumière un petit peu rehaussée, un petit peu studio. Mais grosso modo, la principale source de lumière, ce sont les lumières qui sont visibles dans le décor, les deux appliques qui sont sur le mur là. Décor avec des couleurs assez rouges, sombres en général.
Il y a un chandelier qui a l'air de briller au milieu, là, qui doit apporter une lumière générale et globale à tout le couloir, qui se reflète dans la fenêtre, là, au bout, on le voit. Peut-être lumière naturelle. Faudrait que je vois pour les autres images. Le truc de la douche dans le plan d'avant, ça fait très peu lumière naturelle au final, mais esthétique, en tout cas, un peu lumière naturelle. Sombre, en tout cas. Si c'est pas lumière naturelle. Travail de la profondeur de champ. Vous voyez qu'on a un premier plan qui est plus ou moins mis en avant. On distingue des indices. Il y a une pancarte avec un numéro 4. Des trucs un petit peu brillants qui réfléchissent de la lumière. Ça ramène un peu de bleu sur l'image qui est assez joli. Et après, on a du coup le point fait sur l'élément important de l'image avec les flics qui sont en train de passer. Donc l'image reste dynamique et vivante même si on est sur quelque chose de fixe. La lumière au bout qui met un petit indice de l'éclairage, mais j'ai vraiment l'impression que l'éclairage est plus artificiel que réaliste au final. Là, je sais pas si l'image est finie d'être étalonnée, mais il y a un petit côté non étalonné justement, enfin très décontrasté. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que le fond est plus foncé quand même, donc il doit y avoir un travail de fumée sans doute pour changer un peu l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'il a l'air un peu plus clair que le reste, il doit y avoir un peu de fumée devant lui. Donc on le met en contre-plongée parce qu'évidemment, comme c'est l'inspecteur et il est en train d'arriver sur les lieux du crime, c'est lui qui est en train de diriger toute la pièce, quoi. Normalement, toute l'attention est dirigée autour de lui, donc on le met en contre-plongée pour montrer qu'il domine la scène. Et on peut constater encore une fois que la lumière est particulière. Il y a une petite douche qui a l'air de venir du dessus à nouveau. Je crois qu'on n'est pas loin du cadavre, du coup. Il est peut-être en dessous d'un lustre. C'est peut-être pour ça qu'il a une lumière qui arrive aussi spécifiquement sur lui. Mais vous voyez que ses yeux sont vraiment dans l'ombre. C'est particulier de lire cette image. Oui, il y a de la lumière au-dessus, ça se reflète dans ses lunettes, d'accord. Et alors là, du coup, on a aussi un plan qui est très particulier. Est-ce que c'est les chaussures de Batman, ça? J'ai l'impression que... Parce que je crois qu'on avait un autre plan après où on voit qu'il est avec les flics. Le point extrêmement restreint. Vous voyez qu'ici, la zone de netteté est extrêmement restreinte. Dès qu'on sort de la zone de netteté, vous voyez que les proportions ont l'air de changer un petit peu. Donc j'ai l'impression que le film doit être en scope anamorphique. Parce que du coup, la hauteur se modifie quand tu passes en flou, quand t'es en quand t'es en anamorphique. Et vous voyez que la lame de parquet là, elle a l'air d'être courbée à moitié tellement elle remonte sur là où c'est flou. Et du coup, le point est arrêté, il ne suit pas quelque chose, il est arrêté dans un point de la pièce, et le Batman vient s'y mettre. Donc tu sens qu'il y a le côté, je viens prendre le contrôle de la situation. C'est Gordon prenait le contrôle jusque là, et là lui arrive et prend le contrôle. On va voir les autres plans sur Gordon après, mais il est possible qu'il ne soit pas en contre-plongée. On remarque aussi sur ce plan un truc qui va être travaillé pendant tout le film, c'est les lens flares. Il y a des reflets sur la caméra qui se mettent un peu partout, et je pense qu'il doit y avoir le côté un peu réaliste, un peu terre à terre. Et d'ailleurs, on voit que ce halo parasite est provoqué par la lumière qui éclaire ses chaussures sur le côté, là, qui éclaire ses chaussures en silhouette, pour qu'il soit bien sombre, mais qu'on ait quand même une ligne bien définie pour les grands tours. Là aussi, si vous vous demandez, dans les films policiers, dans tous les trucs où il y a des enquêtes, pourquoi est-ce qu'on met toujours les indices très proches en dessous d'une lumière? On le ferait probablement si on était flic, parce qu'on voudrait regarder le truc sur tous ces détails, mais ça crée aussi des lumières et des ombres extrêmement dramatiques sur les indices, et du coup, dès qu'il y a un tout petit peu de volume, dès qu'il y a le moindre relief sur le papier ou un truc dans ce genre-là, si c'est du papier ou si c'est un indice, le moindre petit truc, ça fait des ombres très marquées, ça définit très très bien les objets, et donc pour ces gros plans, ces inserts sur des objets, c'est assez intéressant. Oui, le gros plan sur un objet s'appelle un insert. Donc là, un plan avec Gordon en amorce pour montrer que, encore une fois, c'est lui qui est sur le truc, on est en train de regarder des indices, je suppose qu'il doit y avoir des traces de sang là, ou des trucs dans le genre sur les cadres, c'est pour ça que la police scientifique est en train de les regarder. On voit encore une fois un travail de la lumière jaunâtre, rougeâtre un petit peu, qui se met partout avec cette tapisserie un peu moche là au fond et assez sombre. Encore une fois, un travail assez intéressant. Et puis tous ces cadres là, c'est un travail intéressant. Dès que vous voyez beaucoup de cadres dans une image qui vient d'un truc de comics, cherchez pas, c'est une allusion aux comics. Et donc oui, là, Gordon en amorce du cadre pour bien montrer qu'il dirige tout le truc. Là, vous voyez, on est beaucoup moins en plongée que dans les premiers plans qu'on avait sur Gordon. Et je crois que c'est justement, il est en train de parler à Batman là, dans ce plan-là. Donc vous voyez comme il est toujours en contrôle, mais beaucoup moins depuis que Batman est arrivé. La caméra s'est beaucoup plus relevée et l'angle est beaucoup moins prononcé par rapport à son visage. Vous voyez là justement, comme sur cet insert, comme la lumière épouse les contours de la lettre, comme on voit du coup tous les renfoncements par rapport au texte. Vous voyez qu'au bord des lettres, vous avez un tout petit liseré qui est plus éclairé que le reste, avec la lumière qui vient sur le côté, et c'est beaucoup plus sombre. Voilà quoi ça sert, du coup, c'est ce genre de lumière, ce genre d'insert. Ça rend un truc très dramatique, ça définit parfaitement tous ses contours. Et on voit du coup que le Riddler a une couleur verte, et Batman a l'air d'être symbolisé par le rouge, en bonne partie dans cette histoire. Donc il y a un truc qui est plutôt sympa. Et on voit que la combinaison passe bien, du coup, il y a plein de gens qui s'étaient plaints par rapport aux oreilles qui avaient l'air trop courtes. Et elles ont l'air tout à fait normales. La combinaison est plutôt classe. Elle prend bien la lumière, clairement. Et
Et donc malgré tout, Pattinson, il a le look hein, avec le truc. Bon, évidemment, c'est les plaques qui renforcent son côté musclé, mais non, ça va, il a le look, il tient le truc. Et il a la bonne mâchoire. Beaucoup de gens avaient remarqué ça avec Pattinson. Beaucoup de gens avaient dit, ouais, tout le monde se fout de sa gueule à cause du visage, mais le visage, il va être constamment masqué pendant tout le film. On verra que la bouche et le bas du truc. Et au niveau de la mâchoire, il a la mâchoire à la Bruce Wayne. C'est vrai qu'il a une mâchoire qui est assez carrée, qui passe bien avec le costume. C'est les contours de la mâchoire passent bien avec ceux des pommettes et des sourcils. Ça a l'air plutôt bien. Ah, ça, un petit plan de côté, légèrement plongé avec ce genre de regard. Ça pourrait être un méchant qui regarde quelqu'un. Je sais pas quelle focale il utilise, mais il y a des déformations de flou sur tous les contours de l'image, là. C'est assez prononcé, quand même. Ce que j'aime beaucoup, hein, c'est pas un défaut, mais au contraire, ça donne un style très particulier à l'image, ça donne un cachet très particulier, et c'est plutôt cool. Là, vous voyez, donc, comment faire ressortir le personnage par rapport au reste du décor. C'est le seul qui est vraiment bien éclairé. On voit la LED. Il y a le panneau LED dans le plan, vous voyez, à côté des 3 micros. Et c'est ce panneau LED qui est en train d'éclairer, du coup, le personnage. Bon, il est en train de faire une conférence de presse. On suppose que, effectivement, il va être éclairé par une LED. Mais c'est rigolo, du coup, d'avoir l'éclairage en plein milieu du truc. Et vous voyez que, du coup, c'est vraiment lui qui ressort par rapport à tout le reste. Tout le reste est dans la pénombre, tout le reste est dans une lumière plutôt normale. Lui, il est rehaussé avec un énorme truc de lumière LED comme celle-ci, là, par exemple, que j'utilise depuis tout à l'heure. Et donc, ça l'isole complètement du reste parce que lui a une luminosité qui est bien plus prononcée que n'importe quel autre personnage de l'image. Et alors ça, c'est paraît tout con, hein. Et le film m'a vendu avec ce plan. Ce qu'il y a dans ses yeux, là, est vraiment, vraiment impressionnant. Tu sens, il y a de la haine, il y a de la souffrance, il y a de la colère, il y a de la vengeance. Il y a un regard qui est magnifique, augmenté grâce au noir qui est autour de ses yeux, qui est sans doute pour son costume en général, mais qui du coup là fait ressortir son regard encore plus. Les mèches de cheveux grasses, humides, qui tombent sur la gueule, avec le petit foulard là pour se cacher le visage est resté inconnu. Ce plan-là m'a bien vendu le film en général. C'est con, hein, mais juste un gros plan comme ça sur ce regard. Je trouve que ça vaut des milliers de dialogues. Et encore une fois, du coup, on voit une ambiance de luminosité qui est particulière, très, très, très sombre. Alors là, il y a un effet qui est intéressant, mais le plan est tellement court que je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il y a un travelling arrière. Et donc, il y a Pattinson qui arrive sur le côté gauche de l'image, qui sera probablement pas dans le cadre au début, mais qui va petit à petit arriver dans le cadre à mesure que la caméra recule. Et du coup, pour attirer notre regard sur lui, et pas juste que ce soit un truc qui débarque dans le cadre, on le fait pendant le mouvement où il met son casque, comme ça le mouvement nous attire vers lui au lieu de rester concentré sur ce qui sera au milieu du cadre ici par exemple ou de l'image. Vous voyez que là aussi, d'ailleurs ça doit être la conférence de presse, on voit le panneau LED encore, on voit donc que tout le reste est en pénombre, lumière naturelle assez classique, et on a un gros puits de lumière au fond. Du coup, on voit bien le truc qui ressort par rapport à tout le reste. Ils n'ont pas pris les bâtiments les plus clairs non plus pour être à côté. Il y a un bâtiment en briques rouges qui est derrière, donc ça le fait ressortir encore plus. Et le sol qui est mouillé aussi, intéressant à regarder. Dans presque tous les films que vous allez voir, quand les gens se promènent dans la rue, il a plu juste avant, parce que quand le sol est mouillé, ça crée plein de reflets, et du coup, le chef-op peut s'éclater à essayer de trouver des reflets rigolos ou des reflets qui sont jolis. Esthétique. C'est pour ça que dans presque tous les films que vous verrez, quand il y a un plan en extérieur, il a plu peu de temps avant pour que le sol soit un tout petit peu intéressant, que ce soit pas mat, qu'il soit un petit peu réfléchissant, qu'il y ait des reflets dedans, surtout les reflets d'eau sur le sol, ça donne généralement des reflets qui sont particulièrement jolis, des trucs très diffus, qui perdent un peu leur forme en même temps. Donc c'est pour ça que il y a de la pluie ici. Et c'est pour ça qu'il y a de la pluie dans les 3/4 des films que vous voyez quand il y a des plans où on voit le sol. Putain, c'est space ce truc. C'est un cimetière qui est en courbe. C'est ça, hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça le truc. C'est des pierres tombales là qui sont autour du truc. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Un cimetière en courbe. C'est particulier. L'image est spéciale aussi. Elle est découpée en tiers et donc vous avez le premier tiers ciel, le tiers du milieu végétation et le tiers du bas notre personnage. Tout est sombre, à part le ciel évidemment, mais même le ciel est plutôt sombre. C'est un ciel matinal. Et lui, du coup, se détache de tout le reste parce qu'il y a sa lumière de moto qui éclaire absolument tout et qui le détache du reste du décor. Ça doit être Gotham, c'est probablement Gotham qui est derrière. Et je me demande si cette entrée de cimetière serait pas en face de son manoir, du manoir Wayne. Est-ce que ça pourrait être l'héritage de la famille Wayne depuis des générations et des générations? Ça ferait beaucoup quand même de Wayne. Il doit y avoir un truc par rapport à chez lui. C'est l'idée le fait qu'il passe à côté de la mort avant de rentrer chez lui. S'il y a tout un truc par rapport à la vengeance, probablement par rapport à ses parents ou un truc dans ce genre-là. Donc, il y a peut-être un symbole en plus qui est intéressant dans ce truc-là. Et on voit du coup les arbres qui sont en premier plan.
Est-ce que c'est des films qui vont être en 3D, tous ces films-là? Parce que même le Wonder Woman, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui travaillent la profondeur, et si c'est en 3D, ça peut être super cool, mais de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de ces films-là qui veulent même plus être en 3D maintenant. La Batcave, du coup, ça c'est la Batcave avec un escalier qui se rejoint en arche, là en pont au-dessus, et qui a l'air plutôt cool. La lumière, la Batcave n'est pas très bien éclairée, Monsieur Wayne, toute la lumière est concentrée sur le même endroit, qui a genre 12 panneaux LED monstrueux pour éclairer tout un truc, et tout le reste est dans le noir. C'est pas très efficace comme système d'éclairage. Et comme par hasard, qu'est-ce que je vous avais dit? Le sol, il est quoi là en bas? Il est humide pour avoir des reflets de lumière partout, que ça fasse des reflets intéressants sur le sol. Là aussi, c'est un plan intéressant parce qu'il est en train de retirer son casque sur de la lumière. Donc c'est une ombre au-dessus de la lumière. Donc quelque part, c'est un truc assez négatif pour un mec qui est censé être un super-héros à la base. Et clairement, tu sens qu'il y a un travail du coup de la légitimité de son combat qui est en question. Là, on a un très joli changement de point avec retournement de visage de Pattinson et le point s'arrête sur lui du coup pour qu'on revienne vers lui. Donc le plan nous amènera du plan d'action à Pattinson et donc ça montre qu'a priori le montage va être plutôt intéressant. La scène d'action va arriver, on va la vivre à fond et elle va naturellement, par le changement de point, nous ramener à notre personnage ensuite. C'est plutôt intéressant le découpage visuel. Et encore une fois, on peut noter une luminosité très basse en intérieur et beaucoup plus claire en extérieur. Alors oui, donc c'est ça, il y a une voiture qui débarque et il doit sauver quelqu'un. Bon, je sais pas si j'ai grand chose à dire par rapport au plan. Il est au niveau d'un regard humain normal, donc pour filmer l'action correctement, être au niveau de la voiture également et de la montrer. Est-ce que c'est Catwoman du coup qu'il est en train de choper pour plaquer au sol comme ça? Le décor est joli. On voit l'église extrêmement gothique. Là, justement, voilà. Quand je dis que ça essaie de réunir beaucoup de Batman, ça typiquement on dirait l'église du Batman de Burton. L'église très gothique avec des enluminures très particulières, des bas-reliefs très spéciaux et tout. Enfin, c'est ces espèces de colonnes bizarres, etc. Ça fait très gothique pour le coup et du coup, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Burton. Donc c'est marrant, on dirait vraiment qu'il essaye de réunir tout ce qui a été fait en un en fait. Burton, Schumacher, Nolan. Donc là, la voiture qui s'arrête au premier plan parce que c'est le plus important, des reflets partout pour qu'elle soit jolie et que ça passe bien à l'image, qui reflète la porte ou la fenêtre ou je sais pas trop quoi, et elle est au milieu de l'image seulement pour qu'on ait quand même une mise en contexte avec le reste du décor et qu'on voit du coup le reste de l'environnement, qu'on soit pas concentré uniquement sur la bagnole et qu'on perde le reste du regard. Là encore, vous avez vu, la lumière a radicalement changé entre les deux plans pour qu'on ait vraiment d'énormes reflets sur toutes les vitres de la bagnole pour que ça découpe bien les personnages qui eux sont en faible luminosité. Ça ressemble beaucoup à l'enterrement d'Harvey Dent. Et sur la voiture, il y a marqué DOA, donc ce qui voudrait dire le District Attorney Dead on Arrival. Le procureur général, c'est ça, le District Attorney Dead on Arrival, c'est mort à l'arrivée, c'est quelque chose qui est difficile à traduire en français. Et encore une fois, un insert sur les appels au Batman. Le contre-champ en gros plan, enfin un plan poitrine haut, mais plutôt gros plan par rapport au plan qu'on a eu depuis tout à l'heure, sur le Batman qui voit donc le truc être reçu, qui doit être en train d'essayer de voir comment gérer la situation, est-ce qu'il peut sauver le monsieur avant que ça explose, etc., etc. Et lui aussi, du coup, avec un éclairage qui est très particulier, qui marque bien une séparation entre le côté gauche et le côté droit, un côté très clair, un côté très sombre. Lui-même se tient d'ailleurs de 3/4 pour que la lumière soit vraiment particulière, même sur son torse. S'il avait été en face, je pense que la lumière aurait été trop plate. Ici, on a la Catwoman qui débarque manifestement là où le mec s'est fait attaquer au début. Et donc là, on voit donc Catwoman qui vient récupérer quelque chose chez lui. On voit à nouveau un travail de la pénombre très prononcé et de la lumière un peu jaunâtre, un peu rougeâtre qui débarque par la fenêtre et qui découpe le personnage en silhouette. Un plan très comics pour le coup. Joué sur les aplats de noir comme ça et sur ce qui arrive pas sur des silhouettes. Très comics, c'est très économique en comics. Du coup, t'as juste à faire un gros aplat de noir, t'as pas de couleur à mettre, t'as pas de détails, c'est juste du noir. Et pendant tout le reste de la scène, un travail du contraste, de luminosité très très basse, puis de lumière très précis sur un objet très précis, donc ce qu'elle utilise pour ouvrir un coffre ou faire un truc, là je sais pas trop quoi. Là aussi, on a un joli plan. L'action est concentrée sur le milieu. Je suppose que le plan est fait à la base pour qu'on voit les voitures arriver sur le côté. Et du coup, de l'autre côté, on a le lieu où elles se rendent, donc le dépôt de l'East Side de Gotham. Sans doute des méchants qui se réunissent, un truc dans ce genre-là. Donc à nouveau, travail des noirs bouchés, quelques lumières qui viennent habiller un peu le cadre, mais sinon, on essaye de faire un truc qui est très épuré niveau lumière. À nouveau ici, beaucoup de pénombre, une lumière qui vient sur le côté, un peu de rouge au fond.
Plan très super-héros, le travelling circulaire sur le personnage qui est en train de se préparer au combat ou de réaliser quelque chose, un truc dans ce genre-là. Donc ça, c'est un plan qui est obligatoire presque dans tous les films de super-héros, le travelling circulaire autour du héros. Ça le met en valeur, ça le dessine. Quand tu fais un gros plan, tu montres bien que ses idées lui tournent en tête et qu'il prend une décision, etc. Et à nouveau, travailler en grosse pénombre avec la lumière de la ville seulement qui vient aider à le détourer et puis les reflets de lumière qu'il a sur lui. Et ici, donc, comme j'ai dit, les clowns. Donc il y a clairement des allusions à tous les autres trucs qui ont été faits dans Batman. Je trouve super cool pour le coup. De rendre des hommages comme ça à tout ce qui a été fait avant, je trouve ça vachement bien. Donc encore une fois, je vous ai dit, hein, les lumières très diffuses, une petite source de lumière au fond, plus forte que le reste pour distinguer ce qui est sombre par ce qui est lumineux. Quelques plans du coup qui ont l'air d'utiliser une lumière rouge, qui a l'air très travaillée du coup pour ce truc. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas dans quelle situation c'est par exemple, mais il y a une utilisation de la lumière rouge qui a l'air particulière. Là, une scène qui a l'air intéressante, où il a l'air d'être piégé au commissariat. Je sais pas s'il est en train d'interroger un suspect ou s'il est en train de parler avec les flics. Mais du coup, avec les grillages sur le côté, t'as le côté un peu, il est en prison, quoi. Il est en cage, il est piégé. Donc, je sais pas, c'est peut-être une situation où il est en danger ou est-ce que c'est une situation où il est normal en train de leur parler. Apparemment, il a l'air de s'écharper avec Gordon. Là aussi, il y a un beau petit plan en pénombre avec les reflets de lumière pour distinguer le personnage. C'est Catwoman ou c'est lui, ça? J'ai l'impression que c'est Catwoman, ça, plutôt. Et la lumière de la ville pour distinguer le personnage qui lui est vachement sombre et en silhouette. Là aussi, beaucoup de jeux de reflets, mais alors je vais vous faire un arrêt sur image spécifique au moment où le personnage est en train de tirer, parce que vous allez voir qu'il y a du coup un lens flare, une lumière parasite, qui est provoquée par le coup de feu, ce qui est plutôt cool. C'est que j'ai encore rarement vu ça, où on assume la lumière provoquée par un coup de feu de pistolet. Et là, du coup, pour aider à faire un truc un peu sale. Et vous voyez, du coup, que la lumière qui vient du pistolet ou la lumière qui vient de l'entrepôt se dessine, aide à dessiner le contour de la voiture, pour qu'on la voit beaucoup mieux. Bon, là, il y a beaucoup de plans qui s'enchaînent avec très peu de luminosité, donc je sais pas si je peux en dire grand chose, mais, voilà, vous voyez que ça arrive à rester visible, notamment quand on travaille de lumière, en faisant des reflets sur les costumes en plastique, ou en vinyle, ou en je sais pas trop quoi, en mettant des choses plus claires au fond, etc., etc. Et on peut voir un champ contre champ avec le Batman en position dominante, en contre-plongée, et Catwoman qui est pas en plongée pour le coup, qui a l'air plus à hauteur d'yeux, plus à sa taille elle, donc elle a pas l'air non plus d'être en totale mauvaise posture. Comme je suppose qu'ils vont plus ou moins s'associer du coup. Là on a un joli plan zénital, quasi zénital, en tout cas une plongée sur l'explosion qui est en train de propulser Batman. Ça doit être une scène de rêve, ça, parce qu'il y a personne dans la salle, il est en costume alors que il y a peu de temps, enfin, dans les autres plans qu'on a vus, il était pas en costume. Donc il doit faire un rêve, il doit se réimaginer dans le truc, ça doit le hanter, en fait, quelque part. Peut-être que c'est une autre scène où il retourne dans le truc et on a mis un nouvel indice qui est piégé, mais ça a plutôt l'air d'être un cauchemar et je pense que c'est pour ça qu'on aurait un plan zénital comme ça, il y a un côté, jugement personnel, mais un peu divin, de lui-même, sur lui-même, dans son rêve. Donc là, comme on peut le voir, donc une contre-plongée pour donner à Batman de la puissance, et on a un quasi-plan séquence sur la scène de baston. Donc on voit comment on va tourner les scènes de baston, a priori. On va essayer d'avoir des plans qui durent assez longtemps et qui essaient de passer pas mal d'enchaînements dans le même plan. Et donc on voit sa violence parce qu'une fois qu'il est par terre, le mec enchaîne et recommence, alors qu'il n'y a pas besoin, en principe. Et à nouveau, vous notez le travail de lumière, je le répète plus là, à ce niveau-là, vous avez compris. I'm vengeance. Et donc il a pas une espèce de voix particulière, je sais pas s'il essaye de se faire gronder la voix, I'm vengeance, ou un truc dans ce genre là, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une voix particulière. Le plan arrière de la Batmobile qui allume son réacteur, là pour le coup ça fait très premier Batman de 66, la toute première version qui sortait de la grotte, la Batmobile qui sortait de la grotte et qui avait un énorme réacteur à l'arrière qui crachait du feu et qui les faisait avancer à fond la caisse. T'as l'impression qu'il y a un petit rapport à ça, mais tu vois clairement que la bagnole est beaucoup plus classique. On dirait une voiture de cascade ou une voiture de rallye avec toutes les barres qui sont autour pour renforcer la coque, je suppose, ou la résistance du truc. Avec une flamme bleue pour le coup, pour avoir l'air très particulier, parce qu'en principe les flammes sont jaunes. Et quand tu mets une flamme bleue, du coup, ça a l'air d'être très très différent, très alien. Un autre plan de 3/4 pour bien dessiner les contours de la bagnole et les formes. Et donc on a un plan de face ensuite qui lui a un lens flare parasite partout, sans doute parce qu'il est en train de pleuvoir. Et ça doit être des gouttes de pluie du coup sur la lentille qui font cet effet un peu dégueulasse. Mais encore une fois, clairement, il essaie de travailler un truc très sale, j'ai gritty en tête. J'ai le mot gritty américain en tête anglais et pour moi c'est ça quoi, c'est gritty. C'est un truc sale qui te met un peu mal à l'aise, edgy un petit peu. Là, il y a un plan qui a l'air assez joli et qui fait un peu Snyder pour le coup. La caméra bloquée sur le côté de la bagnole
qui fait du coup un plan sur le côté du pare-choc et qui voit du coup sur le côté l'autre voiture de cascade arriver là qui sort donc du mur et qui va probablement se mettre bien droite derrière. Je crois que ça doit être la Batmobile, ce truc-là. C'est quelque chose qui marche assez bien parce que du coup tu fais bien l'effet de course-poursuite et en même temps tu gardes un aspect très large. Vous voyez la bagnole elle fait un cinquième de l'image et tout le reste du cadre c'est pour filmer le reste de la cascade. Donc t'as un rapport quand même avec l'objet de la poursuite. Mais en même temps, t'as un plan qui est vachement plus dynamique, qui est en mouvement et qui en même temps te transcrit le mouvement de la voiture que t'es en train de suivre. Un plan qui est vachement bien, vachement dynamique pour le coup. Un peu la même chose, j'en saute quelques-uns parce qu'il n'y a pas des trucs à dire sur tous les plans, mais un peu la même chose sur ce plan-là. On a un plan qui lui est fixé sur le Batman, probablement que la caméra elle-même est fixée sur le même câble, le même treuil, et qu'on est en train de les remonter tous les deux en même temps. Et du coup, on est avec lui et on voit tout le décor passer autour de lui, ce qui est vachement impressionnant au niveau mise en scène. Là aussi, dans une scène de course-poursuite, l'image qui est plutôt partagée, on a quasi la moitié d'occupée par le mec qui est poursuivi et l'autre moitié qui est occupée par la voiture. Et on voit qu'il y a un travail à nouveau de la profondeur de champ pour se concentrer sur lui et pas être trop distrait par ce qu'il y a derrière, qu'on soit plus concentré sur le personnage qui est en train de parler, parce que clairement il est en train de parler. Et du coup, le petit effet de flou là derrière, avec la Batmobile derrière, c'est très joli. Avec le petit éclairage encore un peu jaune-rougeâtre à nouveau, c'est très particulier. Et encore une fois, on finit avec une silhouette distinguée sur de la lumière, donc le côté très Batman, quoi. C'est le héros de l'ombre. Vous savez à quoi il me fait penser, du coup, comme ça, avec cette petite plongée, son visage de 3/4, sa lumière et son rimel sous les yeux. Ça fait vachement penser à The Crow, le film de Alex Proyas, sorti en 97, je crois, qui était un peu sur la même idée. C'est un espèce de super-héros un peu dark, un peu sombre. Il s'est fait tuer, lui et sa copine, par un gang. Et pour je ne sais quelle raison, il est ramené à la vie et du coup, il vient se venger sur la ville. Le film est très space, il y a un style très particulier. Et ça me fait un peu penser à ça, du coup, parce qu'il y a tout cet aspect vengeance, le personnage avec les cheveux les yeux très noirs, les cheveux très longs, les très noirs aussi. Il y a un côté très The Crow, je trouve. Voilà! Ça, pour le coup, c'est une réaction intéressante. Sur Wonder Woman, j'avais quasi que dalle, et sur Tenet, c'est pareil, mais pour le coup, sur Batman, j'ai pas mal de choses à dire. Donc là, pour le coup, c'est une réaction intéressante. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura hypé, parce que moi, personnellement, ça me hype pas mal. C'est quand même fou. Moi qui aime pas les comics et les trucs de super-héros et les trucs dans ce genre-là, et généralement, un des rares qui arrive à me donner envie, c'est Batman. C'est vrai que bon, je suis pas un mec qui est fan de comics, j'aime pas ceux de Burton, mais celui de Schumacher m'a toujours bien fait marrer, ceux de Nolan, j'ai toujours trouvé vachement intéressant, et le Dark Knight, c'est pour moi un des meilleurs films qui ait jamais été réalisé. Et Matt Reeves, c'est le gars qui avait fait Cloverfield, déjà, à la base. Il avait également fait La Planète des Singes 2 et 3, et c'était deux excellents films avec des partis pris très intéressants pour des films de blockbuster, justement. Le deuxième, par exemple, qui avait beaucoup de dialogues doublés en langage des signes, et donc du coup, il y avait 80% des dialogues du film qu'il fallait lire, là, quand on sait que la plupart des spectateurs détestent les sous-titres. Donc c'est vachement particulier quand même, et c'est très audacieux comme truc, et ces films étaient vachement réussis. Donc là, je vous avoue, entre le sujet Batman et le réalisateur Matt Reeves, je suis un peu hype là pour The Batman. Ça a l'air plutôt sympa, et comme c'est un univers qui est plutôt sombre, c'est plus ce genre de comics qui peut m'attirer. Ça a l'air pas mal du tout. Honnêtement, je suis plutôt intéressé et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette réaction à une bande-annonce, et on se retrouvera sinon pour l'analyse de Tenet qui va sortir dans peu de temps au cinéma. Mulan va sortir aussi dans peu de temps en VOD, donc voilà, on va avoir des vidéos prochainement. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, j'espère que ça vous aura donné envie de voir d'autres vidéos, j'ai pas mal de vidéos sur les Batman, sur les Superman, sur pas mal de choses qui ont été faites sur ma chaîne. Il suffit de faire une petite recherche avec comics ou avec le nom de votre super-héros, et il y a de fortes chances que j'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!